à présenter votre sujet. Voilà. Bon, bref, bonsoir à tout le monde. Je tiens tout d'abord à saluer Madame Shahrazad pour son aimable invitation et pour l'organisation de cet atelier débat dans ce cadre aussi stimulant. Bon, pour échanger d'un thème aussi riche que celui de la formation interprofessionnelle et transdisciplinaire entre sciences de la santé et sciences sociales. Tout d'abord, je me présente, Ammari Ayoub, docteur en philosophie, enseignant titulaire au lycée Pasteur et contractuel avec les instituts de formation paramédicale et même aussi vacataire à l'université Oran 2. J'ai la chance d'intervenir dans des modules assez hétérogènes, assez variés, parfois transversaux, qui m'ont confronté à la diversité des savoirs, des disciplines, mais surtout pratiques. Si précisément cette expérience au carrefour de plusieurs disciplines, de plusieurs champs de savoir, qui m'a inspiré à proposer le thème de notre débat aujourd'hui. À titre d'exemple éclairant, je me permets d'évoquer le professeur Mostafa Khiyati, pédiatre algérien, dont le parcours témoigne un élargissement de la pratique médicale. Il a fait un dialogue très fécond entre la pédiatrie, la sociologie et la psychologie, et même l'histoire et la philosophie. Pour ma part, j'emprunte humblement le chemin inverse. Donc, Mostafa Khiyati, il a pris conscience que la pédiatrie à elle seule ne suffit pas à résoudre les problématiques de la souffrance de l'enfant. La pédiatrie, elle ne suffit pas. Donc, il faut insérer l'enfance, les problèmes de l'enfant, dans un contexte plus global. Moi, j'emprunte le chemin inverse pour remonter le fleuve à sa source, à croiser les disciplines, interroger les évidences et à inscrire mon engagement dans une dynamique transdisciplinaire. Voilà. Une dynamique inspirée entre autres par des penseurs comme Michel Foucault, le grand théoricien de biopouvoir, Georges Canguilhem, Gilles Deleuze, Umberto Eco, Giorgio Agamben et Marguerite Yourcenar et le sociologue Edgar Morin, qui, dans son livre La méthode, insiste sur la nécessité d'une pensée complexe, capable de relier les savoirs, de contextualiser les problèmes et d'associer les dimensions biologiques, psychologiques et sociales, culturelles et éthiques aussi, de toute réalité humaine. Cette approche s'impose avec force dans le domaine de la santé, où la formation des soignants ne peut plus limiter à des disciplines fragmentées et isolées, mais doit encourager une intelligence relationnelle et interdisciplinaire du vivant. Elle rejoint les réflexions, cette réflexion d'Edgar Morin, elle rejoint les réflexions de Gaston Bachelard et Jean Piaget, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas et l'anthropologue américain Paul Farmer, qui ont su conjuguer rigueur intellectuelle, encyclopédisme et un savoir actuellement humain. C'est donc dans cet esprit que je vous propose la question centrale de notre débat. Dans quelle mesure et selon quelle modalité la formation interprofessionnelle et transdisciplinaire dans le domaine de la santé peut-elle s'inscrire dans une dynamique de transformation universitaire de type 4.0, Université Gilles Robert 4.0, en Algérie, afin de répondre aux enjeux contemporains de santé publique et de professionnalisation. Autrement, dans un langage plus simple,
Comment penser construire une formation en santé réellement interprofessionnelle, transdisciplinaire, en harmonie avec les principes de l'Université 4.0 et adaptée aux spécificités algériennes? Et dans quelle mesure l'intégration des sciences humaines et sociales et de la philosophie dans les cursus de formation médicale et paramédicale peut-elle enrichir la pratique et la posture des futurs soignants? Quels bénéfices les étudiants en médecine et en paramédical peuvent-ils tirer de la compréhension de l'interactionnisme symbolique d'Evelyn Goffman, par exemple, de la théorie de l'étiquetage social de Howard Baker, de la critique de la morale traditionnelle de Nietzsche et de l'attention et de la compassion de Simone Weil, de l'impératif catégorique kantien et de l'éthique de Spinoza, ou encore l'analyse du capitalisme de sélection de Michel Kloskar, ou encore l'assimilation de l'approche médiologique de Marshall McLuhan, Régis Debray, et la théorie mathématique de la communication de Shannon et Weaver. Bref, la complexité de cette problématique exige un aperçu terminologique pour décortiquer et préciser les concepts qui structurent notre réflexion. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par une formation interprofessionnelle et transdisciplinaire? Par formation interprofessionnelle, j'entends une collaboration entre plusieurs disciplines qui vise une meilleure coordination des soins dans le contexte hospitalier. La transdisciplinarité, quant à elle, va plus loin que l'interdisciplinarité. Elle dépasse les frontières académiques pour intégrer des savoirs issus de l'expérience et de la société. Donc, la transdisciplinarité va au-delà de la collaboration entre disciplines. Elle vise un dialogue ouvert entre savoirs académiques, professionnels et citoyens, intégrant aussi les dimensions éthiques, sociales et humaines. Elle répond à la fragmentation croissante des savoirs, issus du travail d'Emile Durkheim sur la division du travail social. Si elle a accru l'efficacité de cette division du travail dans la société, elle a isolé les disciplines et les métiers, elle a fragmenté les disciplines. Dans un contexte capitaliste où les savoirs sont souvent instrumentalisés à des fins de rentabilité, la transdisciplinarité cherche à reconstituer ou reconnecter les sciences entre elles avec la société, pour mieux comprendre et agir sur des problèmes complexes comme les inégalités de santé ou les maladies chroniques ou les déterminants sociaux de la santé comme la précarité, la pauvreté et d'autres problèmes. Une interrogation ne saurait être abordée, cette interrogation ne saurait être abordée sans explorer plusieurs dimensions complémentaires qui permettra de comprendre cette mutation à la fois pédagogique, humaine et institutionnelle. Donc, pour structurer notre réflexion, notre débat, je vous propose de progresser à travers 4 axes majeurs. Premièrement, le premier axe, c'est les fondements théoriques et épistémologiques de la formation professionnelle et transdisciplinaire. Il s'agirait ici de poser les bases conceptuelles de cette approche et donc comprendre les apports dans le champ de la santé. Deuxième axe, c'est l'intégration des sciences humaines et sociales dans le cursus de formation médicale et paramédicale. Comment ces disciplines peuvent-elles enrichir l'enseignement dans une perspective transdisciplinaire? Et comment faire en sorte qu'elles ne restent pas périphériques, mais deviennent des piliers de notre vision du soin? Donc, c'est une invitation à repenser les programmes des futurs cadres de la santé, en intégrant une approche intégrative qui intègre les sciences humaines et sociales dans les cursus de formation des médecins et des paramédicaux. Donc,
Troisième axe, on parlera sur les obstacles qui freinent cette mutation pédagogique, cette approche. Voilà. Et enfin, une interrogation plus profonde qui nous accompagnera tout au long de ce débat. Peut-on vraiment soigner efficacement sans comprendre la personne dans sa globalité psychologique, sociale? Voilà. Bref, c'est une question, j'ai l'habitude tout d'abord de la poser à mes étudiants au début de la formation, et je la pose ici et maintenant parce qu'elle résume l'enjeu de notre débat. Concernant donc le premier volet sur mon intervention, sur le plan épistémologique, la formation interprofessionnelle part du postulat que les soins ne peuvent être ni efficaces ni éthiques sans coopération entre les acteurs. Les acteurs, c'est les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, les psychologues et les assistants sociaux, les assistants médicaux. Voilà. Elle s'inscrit dans une logique de co-construction. Voilà. Co-construction des savoirs. Contrairement au modèle vertical et hiérarchique classique, le savoir ici devient relationnel et contextuel. Il émerge des interactions entre disciplines, des terrains d'expérimentation partagés, des réalités sociales complexes. Donc la transdisciplinarité, quant à elle, ne se réduit pas à juxtaposer les savoirs, les disciplines, mais à interroger les fondements éthiques, déontologiques de cette approche. Elle suppose une posture réflexive, une capacité à désapprendre pour mieux apprendre. Comme il dit Socrate, je sais que je ne sais rien. Donc, dans cette perspective, ainsi, cette démarche s'inscrit dans un paradigme que certains qualifient de post-disciplinaire. Donc, la transdisciplinarité, c'est le contraire, c'est le synonyme d'un dialogue entre plusieurs disciplines. Voilà. On qualifie cette mutation de post-disciplinaire, comme on dit par exemple post-industriel, voilà, où les frontières sont moins de barrières que des passerelles. Les sciences humaines et sociales, comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la psychologie, chacune de ces disciplines apporte un éclairage indispensable sur la pratique de soins, les inégalités de santé, les déterminants sociaux, culturels, symboliques liés à la maladie. Un autre défi majeur qui entrave notre approche intégrative et transdisciplinaire, c'est le paradigme biomédical. Qu'est-ce qu'on entend par ce paradigme qui domine encore les universités et les hôpitaux, et la réalité et le terrain? Il repose sur une vision réductionniste et techniciste du corps humain. Le corps humain il est considéré dans le réductionnisme biomédical comme une machine à réparer. Cette approche issue d'une ontologie cartésienne mécaniste et d'une épistémologie positiviste tend à effacer la subjectivité du patient, son histoire, son contexte de vie. Le réductionnisme biomédical, en expliquant les troubles uniquement par les causes biologiques ou neurochimiques, montre ses limites dans des cas complexes, comme à titre d'exemple le trouble du spectre autistique, l'autisme, ou la trisomie 21, ou l'hyperactivité avec manque d'attention qui frappe nos adolescents. Donc, ou la tuberculose en pédiatrie. Cette approche tend à figer le diagnostic, à médicaliser les différences, voire à négliger les dimensions affectives, sociales, culturelles de la santé. Dans le cas de l'autisme, la trisomie 21, une lecture strictement neurodéveloppementale peut enfermer l'enfant dans un étiquetage rigide qui renforce la stigmatisation sociale à l'égard des enfants qui souffrent de trisomie 21 ou de l'autisme, sans tenir compte de ces interactions, de ces capacités d'apprentissage et de soutien familial. Pour le trouble déficitaire de l'attention,
avec une hyperactivité, une réponse purement pharmacologique, sans prendre en compte les conditions d'apprentissage, la fatigue psychique ou les pratiques éducatives, risquent de masquer les souffrances les plus profondes. Quant à la tuberculose, qui frappe les enfants, souvent réduite à une infection pulmonaire, traitée par des antibiotiques au bout de 6 mois, selon les protocoles, elle illustre combien le contexte social, comme la précarité ou les inégalités sociales, elle illustre combien le contexte social, comme la précarité, est déterminant dans l'apparition, l'évolution de cette maladie. Face à ces limites, il devient essentiel de mobiliser d'autres approches, comme le psychodynamique, qui explore le vécu émotionnel de l'enfant, ou les approches éducatives et comportementales. Voilà. Michel Foucault, à titre d'exemple, dans l'essence de la clinique, a montré combien ce modèle réductionniste, le modèle biomédical, institue un pouvoir médical fondé sur l'observation, la classification et le contrôle des corps, qui contribue à la médicalisation croissante de l'existence. Prenons à titre d'exemple un patient qui souffre d'une dépression, par exemple. On le prescrit des antidépresseurs, et cette tentative qui rend pathologique une petite dépression ou des angoisses ou des émotions, elle est dangereuse pour Michel Foucault. Alors que la souffrance peut être liée à un deuil ou à un isolement ou à des violences invisibles non traitées par la médecine classique. Donc, or, comme le souligne Georges Canguilhem dans son livre « Le normal et le pathologique », la santé n'est pas la conformité à une norme biologique objective, mais la capacité du sujet à créer ses propres équilibres face à un monde incertain. Le vivant est un être normatif, il ne subit pas simplement des normes par le pouvoir médical, par la société, il crée ses propres normes en fonction de ses capacités d'adaptation à son milieu, et la maladie n'est qu'autre régime de normativité. La norme n'est donc pas universelle, mais singulière. Voilà. Prenons un exemple sur la post-maturité. La grossesse, les normes médicales pour un gynécologue, 37 semaines d'aménorrhée. La grossesse prolongée, la post-maturité, la norme تتغير وتكون 41 semaines. Après 42 semaines d'aménorrhée, cette norme pour Canguilhem n'est pas forcément pathologique. Pour la médecine classique, elle est pathologique. Pourquoi? Si la femme et son corps et son bébé vont bien, alors pas de problème. Parce que la médecine classe comme anormale et la femme, dans ces cas classiques comme post-terme, est potentiellement soumise à une induction artificielle, 41 semaines ou là, soit la césarienne, soit une induction, une provocation artificielle de l'accouchement. Voilà. C'est la folie de la médecine pour Georges Canguilhem. C'est la médecine qui impose une norme arbitraire, en oubliant que le vivant possède sa propre logique adaptative. Selon Canguilhem, chaque individu développe une forme de normativité propre au corps vivant. Un autre intellectuel, Ivan Illich, dans son livre Némésis médicale, Némésis, en terme latin, désigne la vengeance. Il critique les industries pharmaceutiques, il développe une critique philosophique, il dénonce une médecine devenue hétérogène qui fabrique des malades en transformant des expériences ordinaires de la vie commune en pathologie. La médecine moderne nuit à la santé en rendant les individus dépendants
de la pharmacodépendance, c'est la consommation excessive de tout ce qui est produit, voilà, la pharmacodépendance elle est liée à la toxicomanie. C'est la consommation excessive de la drogue, la consommation excessive des psychotropes, des antidépresseurs, etc. Donc, il a bien précisé que la médecine moderne nuit à la santé en rendant les individus dépendants, en pathologisant les expériences vécues, les expériences normales et en effaçant les savoirs traditionnels. Il prend pour exemple les industries pharmaceutiques qui, selon lui, transforment des émotions simples comme le stress ou la tristesse en mélancolie pour la traiter avec des médicaments et des antidépresseurs. Voilà les dérives de la médecine moderne par des stratégies commerciales et médicales. Ces firmes pharmaceutiques fabriquent des besoins artificiels et imposent une vision technocratique du soin. Ainsi que les antidépresseurs sont massivement prescrits là où une écoute ou un soutien social peut suffire, juste l'écoute active. En écoutant le patient, en écoutant la plainte des patients. Voilà. Concernant donc le second volet de notre débat, je vais répondre brièvement. Peut-on vraiment soigner la personne sans comprendre son contexte social, psychique, environnemental? Voilà. Et quel est le rôle des sciences humaines sociales dans cette approche interdisciplinaire et interprofessionnelle? Donc la sociologie, c'est quoi le rôle de la sociologie? C'est de comprendre les interactions sociales et comprendre les effets des structures sociales sur la santé. Par exemple, elle s'intéresse à la sociologie sur les inégalités des soins. Si on prend un exemple, واحد عايش par exemple في ارزيو زون اندستريال، واحد زايد عايش كي زاد في مسرقين حتى تشينا بيك، تسمى كاين ديتيرمينيزم انفيرونمونتال اوربان. هذاك بين غادي اللي زاد في ارزيو ربما كاين لا بوليسيون دو لير، تسمى غادي يكون لونفون بالك ازماتيك بوتونسيالمون هكا. اللي زاد فيه مسرقين ولا بحدا تشينا ولا في زون هكا ما فيهاش لونفيرونمون توكسيك ولا ما يكونش، اذا لي بومون تاعو غادي يكونوا غاير. تسمى هذا لا سوسيولوجي لو رول تاعها تفهمنا لي زينيغاليتي. مثلا الخدمات الصحيه اللي كاينين في لافيل ماشي كيما كاين مثلا في لا بيريفيريك، مثلا اللي كاينين في زون رورال ولا زون urbain, ماشي كيف فوالا. هذوك فوالا تفهمنا لي زينيغاليتي سوسيال. لونتروبولوجي ثاني اد اسيزير ليماجينير كوليكتيف. انا دوك بزاف ديال الناس عندهم افيسي اكسيدون فاسكولير سيريبرال يقول لك فوالا ضربوه المؤمنين فوالا مع الفجر، وبزاف الناس ماتت بسبب لابروش هذه تاع المؤمنين افيسي ولا عندها سكيزوفريني ولا ان سوفرانس ريال. ولكن حنا عندنا ايماجينير ريال فوالا. ليماجينير تسمى لونتروبولوجي كولتوريل، تشوف لنا ثاني لو كونتكست تاع لا سوسيتي هذه، لي كرويونس فوالا، انتيروج لي كرويونس لي كوتوم اي لا كولتور فوالا. Bon, la philosophie aussi, l'aide, l'étudiant donne une aide pour les médecins à questionner leurs approches, voilà, à faire une réflexion sur la dignité, les soins palliatifs, la mort, voilà, et la relation soignant-soigné, voilà. Donc, dans une approche transdisciplinaire, il ne s'agit plus simplement de faire intervenir les sciences humaines et sociales, la philosophie, comme des modules isolés, mais à reconfigurer l'ensemble de la formation autour d'un regard global sur le soin. Un regard qui articule la biologie, la psychologie, la sociologie et même le spirituel.
C'est dans cette vision que s'inscrit l'idée d'une médecine plus humaine, ancrée dans la complexité du réel. Voilà. Donc, le dernier axe de ce débat, on va décortiquer ensemble l'ensemble des obstacles qui entravent cette médecine qui intègre à la fois la psychologie, la sociologie, la philosophie. Voilà, cette approche transdisciplinaire, quels sont les obstacles? Premièrement, pour les obstacles culturels, la prédominance d'une culture encore fortement hiérarchisée, centrée sur la figure de médecin omnipraticien. Donc, le médecin, le juge, l'autorité, voilà. Et en marginalisant aussi les filières paramédicales. C'est quoi ISP, infirmier de santé publique, derrière le bras, les injections. On marginalise وما كاش خاطش حنا l'approche تاعنا c'est comment travailler voilà en équipe, voilà en complémentarité, en marginalisant l'expérience des infirmiers de santé publique, on marginalise par exemple les sages-femmes, le rôle des sages-femmes, l'expérience. Ça entraîne une stigmatisation pour les autres filières et voilà, on donne une prédominance voilà, pour le médecin. Voilà, une faible reconnaissance institutionnelle des sciences humaines et sociales dans les départements de médecine et dans les instituts de formation paramédicale. Bon, donc, programme des Canva, les programmes de ministère de l'enseignement supérieur. شوفوا la médecine في عندها 7 سنين يقراو 7 ans. عندنا 3 ans سموها formation initiale préclinique. وعندنا 3 ans يسموها clinique. وعندنا une année وين يكون تسمى première année, deuxième année, troisième année préclinique. 4e année, 5e année, 6e année clinique, où il y a des stages, alterner la théorie avec la pratique. 7e année, c'est interne. Voilà. La culture اللي نعطوها les étudiants ما كاش les sciences humaines et sociales. Première année يقراو صح الموديل سموه la déontologie et l'éthique médicale. هنا وين يقراو على l'avortement, l'euthanasie. J'ai eu l'honneur d'enseigner ce module qui كانوا يقراو في لينازم. Voilà. Mais ما عندهمش voilà عندنا la déontologie et l'éthique médicale. عندهم en 6e année voilà كان يقراو شويه un aperçu على les sciences humaines et sociales. بصح toujours ماهيش في السونتر. Voilà. La position des sciences humaines et sociales, les cursus de formation, elle est faible et marginalisée. Bon, les obstacles institutionnels et administratifs. Il y a une absence de politique publique incitative à l'interprofessionnalité dans l'enseignement supérieur. Des obstacles pédagogiques, un manque toujours flagrant de formation des formateurs, la formation des formateurs, voilà, et voilà, les obstacles technologiques, qu'il y a une fracture numérique. La fracture numérique, entre les étudiants, كاين واحد عندها الانترنت واحد ما عندهاش بديروا مثلا دي بلاتفورم ولا في الزوم ولا تسمى ما كاش عندنا هذا لوبستاكل تكنولوجيك سي لا فراكتور نيميريك ميم في لا فيتيس تاع لا كونيكسيون جابون راهي في السيزيام جينيراسيون يعني الفيتيس فينومينال تاع الكونيكسيون هنا فوالا غير بين زون اوربان وزون رورال كاين ديفيرونس كبيره في l'accès, في الكونيكسيون فوالا. Ces obstacles sont bien que réels, ne sont pas insurmontables. Ils appellent une volonté politique affirmée, une mobilisation des intellectuels pour repenser les programmes de nos futurs cadres de la santé
Et voilà. Bon, bref, voilà. Alors, toujours la question reste ouverte, tout en vraiment soigné, sans comprendre la personne dans sa globalité sociale, environnementale et psychologique. Toujours la démarche des soins, on intègre 4 types de soins. On a les soins préventifs, prévenir mieux que guérir. Hein? Donc, pour les soins préventifs, ما نحتاجوش بكري الميدسان، نحتاجو même un sociologue، نحتاجو un psychologue pour vulgariser le savoir scientifique. مثلا اللي درنا une campagne هكا أكتوبر روز في خيمة هكا une tente une tente de sensibilisation pour prévenir contre le cancer du sein. On fait appel à un sociologue ou à un psychologue où on enseigne les médecins comment parler au public en vulgarisant les messages de prévention. La mammographie, il y a des maquettes, des outils de communication pour traiter ce sujet sensible. Les soins curatifs, la chimiothérapie, on fait appel à un psychologue pour faire la psychothérapie. Voilà. Donc, cette approche nous invite à repenser le soin comme un acte collectif et humain et repenser aussi les programmes des futurs cadres de la santé. Donc, j'ouvre le débat pour vos réactions, pour vos commentaires et merci beaucoup. Merci. Merci.